Yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclisme sur route. Et oui, la semaine passée, on a eu le droit à une double dose de vélo, Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, la course au soleil et la course des deux mers qui marque dans l'esprit du grand public, en tout cas le début de la saison sur route. Et je me suis dit que pour fêter l'événement, ça pouvait être intéressant en cette fin de semaine de vous faire part des 4 enseignements de ces 2 premières grandes courses par étape World Tour de la saison 2023, bien sûr en fin de vidéo. On parlera également de Milan-San Remo, on analysera le parcours que vous connaissez déjà plus ou moins, les forces en présence, et on se laissera aller, pourquoi pas, pour se mouiller un petit peu à un petit pronostic, puisque le premier monument de la saison, c'est demain, samedi. Autant vous dire que tout va très vite en ce début d'année. Mais avant ça, on va parler des 4 enseignements des 2 premières grandes courses par étape World Tour de cette saison 2023. Le premier des 4 enseignements, c'est bien sûr la domination slovène. Vous l'avez suivi sur Paris-Nice et sur Tirreno-Adriatico, une domination sans partage de Tadej Pogačar sur la course au soleil et de Primož Roglič sur la course des deux mers. Le classement général est 3 victoires d'étape pour les 2 ogres slovènes. Et oui, on sait, la Slovénie domine le cyclisme mondial depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années maintenant, sur les courses par étapes d'une semaine, les grands tours, les courses d'un jour et bien sûr sur les monuments. Rien n'est laissé au hasard par ces 2 gros ogres de la discipline. Tadej Pogačar qui retrouvait sur les routes de Paris-Nice son bourreau de l'été dernier, Jonas Vingegaard. On attendait bien évidemment une confrontation explosive entre les deux, puisque Jonas Vingegaard l'avait dit, il venait sur les routes de Paris-Nice pour gagner. Et sur l'étape numéro 4, qui était la première grande explication de la semaine, on a eu un Tadej Pogačar qui a tout simplement dégoûté Jonas Vingegaard. Il ne s'est absolument pas occupé de la concurrence, David Gaudu ou autre outsider de cette course au soleil. Tadej Pogačar, il voulait dégoûter Jonas Vingegaard. Il l'a fait bien évidemment dans la dernière difficulté pour laisser juger la première de ses 3 victoires d'étape. Derrière, il a joué avec David Gaudu et puis sur la 8e étape, l'arrivée à Nice, dans la dernière difficulté à 20 km de l'arrivée, il va le cul sur la selle, décrocher tout le monde. J'ai eu l'impression de retrouver l'ami Chris Froome sur le Tour de France 2015 lors de son attaque sur la Pierre Saint-Martin. Alors certes avec un petit peu plus de baraquet, un petit peu plus de puissance qui se dégageait, mais enfin Tadej Pogačar, seul au monde, il a dégoûté dans un premier temps Vingegaard sur la première explication de texte de la semaine, et il a dégoûté également David Gaudu, son plus proche concurrent sur l'arrivée à Nice, histoire de gagner sans trop forcer son premier Paris-Nice en carrière et une nouvelle course par étape World Tour d'une semaine dans son escarcelle. Côté Primož Roglič sur la course des deux mers, ça a été une gestion totalement différente, puisque Primož Roglič ne s'est jamais véritablement trop exposé sur les 3 victoires d'étape qu'il a réussi à empocher sur Tirreno-Adriatico. Des victoires d'étape réglées au sprint en petit comité. La première, c'était juste devant Julian Alaphilippe et derrière, juste devant ses principaux concurrents pour le classement général. Il n'a vraiment jamais trop essayé de faire la différence trop tôt dans l'étape ou très tôt dans les dernières difficultés. Il s'est contenté de régler tout le monde au sprint avec sa puissance naturelle, le cul sur la selle, pour aller de juger 3 victoires d'étape et les bonifications qui allaient avec. Il a dégoûté la concurrence pour aller chercher une nouvelle course par étape. Les Slovènes qui sont très clairement très en forme en ce début de saison. C'est que Primož Roglič va faire le Giro et Tadej Pogačar le Tour de France. Il y a moyen que les 2 Slovènes puissent aller chercher déjà les 2 premiers grands tours de la saison et pourquoi pas se laisse à une petite explication de texte lors de la Vuelta de España, bien évidemment, entre le mois de août et le mois de septembre. Le deuxième enseignement, c'est bien sûr la belle perf de l'ami David Gaudu. David Gaudu, certes battu par Tadej Pogačar, mais quand même 2e de Paris-Nice, juste devant Jonas Vingegaard. Et oui, en sandwich entre les précédents vainqueurs des 3 dernières éditions du Tour de France, David Gaudu, qui clairement a passé un cap, et puis surtout dans l'attitude, je l'ai trouvé quand même très changé, notre ami David Gaudu. On se souvient lors du Tour de France, là où il ne joue pas forcément un podium à l'époque, avec une 4e place à l'arrivée sur les Champs-Élysées, on se souvient d'un David Gaudu qui faisait souvent un effort curseur dans les étapes où il y avait énormément de difficultés, les arrivées au sommet notamment, elle n'occupe pas des autres, ni des attaques des uns, ni des défaillances des autres qui peuvent éventuellement prendre la roue, non, un effort stable, curseur, au train, pour rallier l'arrivée, un petit peu pétochard peut-être dans les faits, notre ami David Gaudu l'été dernier, ce qui n'est plus du tout le David Gaudu
d'aujourd'hui. Non, David Gaudu, aujourd'hui, il est capable d'attaquer. On se souvient de l'étape numéro 4, quand il y avait un marquage entre Vingegaard et Pogacar. Il n'a pas hésité une seule seconde à prendre les devants et à attaquer les 12 beaux mondes pour prendre de l'avance, histoire tout simplement d'être encore dans le jeu au moment où ça allait vraiment péter. Un David Gaudu qui n'a pas du tout calculé, ni dans cette étape numéro 4, ni dans ses confrontations face à Tadej Pogacar. Bref, un David Gaudu transformé, qui a pris de la confiance, qui a pris en maturité, qui a gagné des watts, et qui, pourquoi pas, pourrait jouer un podium sur le Tour de France, à condition bien sûr d'avoir une équipe totalement articulée autour de lui, ce qui va nous amener au troisième enseignement de cette vidéo, qui est étroitement lié, vous en doutez, avec celui qu'on vient juste de traiter précédemment, puisqu'il concerne cet enseignement, Arnaud Démare et sa potentielle participation à la prochaine grande boucle en juillet prochain. Arnaud Démare, qui a souvent été laissé de côté ces dernières années, rapatrié sur le Giro d'Italia avec pas mal de réussites, de maillots de cyclamen, une multitude de victoires d'étape, et cette année, le sprinter maison de la Groupama FDJ depuis plus de 10 ans maintenant, se verrait bien revenir sur les routes de la Grande Boucle pour aller chercher, pourquoi pas, un troisième succès d'étape. Arnaud Démare, qui a déjà 2 victoires d'étape au compteur sur le Tour de France. La première, c'était en 2017 à Vittel avec le maillot de champion de France, au nez à la barbe de Peter Sagan et autres très grands noms du sprint. Seulement, on se pose quelques questions par rapport à la cohabitation entre David Gaudu et Arnaud Démare d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue sportif. Alors, si vous avez suivi un petit peu les potins ces dernières semaines, en début de saison, une polémique a éclaté puisque David Gaudu, sur Discord, avait part de son inimitié envers Arnaud Démare, et forcément, ça avait créé une polémique, ça avait enflé, et Arnaud Démare, David Gaudu a été bien sûr convoqué dans le bureau donc de Marc Madiot, le manager général, pour qu'on puisse mettre les choses au clair, qu'il n'y ait plus de quiproquo. Les deux, depuis, ont cohabité. Sur Paris-Nice, notamment, Arnaud Démare qui s'est sacrifié pour David Gaudu, notamment lors d'un sprint intermédiaire, pour que David Gaudu puisse prendre quelques bonifications à rattraper du temps sur Tadej Pogacar. On va pas dire que les relations sont désormais au beau fixe, mais désormais elles sont apaisées. Mais il se pose quand même la question de la relation entre les deux. Est-ce qu'ils vont pouvoir cohabiter, bien sûr, sur une course de 3 semaines avec des objectifs complètement divergents? Et puis surtout, sur le point de vue sportif, est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui d'avoir 2 leaders avec des caractéristiques complètement différentes, puisque quand vous avez un sprinter et bien sûr un garçon qui joue le général, ça veut dire que vous devez équiper l'équipe en 2. Et quand vous coupez l'équipe en 2, ça veut dire que vous avez moins d'équipiers pour votre sprinter et moins d'équipiers pour votre garçon qui joue le classement général. Et forcément, vous partez avec un handicap. Aujourd'hui, des équipes qui jouent sur plusieurs tableaux, il n'y en a pas 36. Éventuellement, la Jumbo avec Wout van Aert capable de ramener le maillot vert du classement par points, et Vingegaard, le maillot blanc à pois rouge, le meilleur grimpeur, et le maillot jaune. Mais c'est quand même, sans manquer de respect à la Groupama FDJ, loin d'être le même effectif. Donc autant vous dire que je pars pas du principe que ça soit forcément une bonne idée de couper l'équipe en 2 et donc d'amener 2 leaders sur le Tour de France avec des caractéristiques complètement différentes. D'autant que David Gaudu, sur ce Paris-Nice, s'est rassuré et surtout a certainement compris des choses. Mentalement, il a peut-être fait péter un plafond de verre, se sentant désormais capable, pourquoi pas, de jouer avec Vingegaard et Pogacar, puisqu'on le rappelle, c'est intercalé en sandwich entre les 2 derniers vainqueurs du Tour de France qui ont remporté les 3 dernières éditions de la Grande Boucle. Et donc, forcément, ça serait dommage de ne pas permettre à David Gaudu de se battre à armes égales face à Pogacar et autres Vingegaard qui seront, je le rappelle, en juillet prochain, les 2 grandissimes favoris à la Grande Boucle édition 2023, surtout que dans le même temps, Arnaud Démare n'a pas été vraiment très rassurant sur la course au soleil la semaine passée. Certes, il a aidé comme il a pu David Gaudu à certains moments, mais surtout, il a été dans l'incapacité de se mêler à des sprints massifs et autres emballages finaux destinés aux sprinteurs. Arnaud Démare privé de son train à la Groupama FDJ, train qui sont en voie de disparition dans toutes les équipes World Tour ou presque. Arnaud Démare sans train et sans capacité de frotter, puisqu'on le rappelle, le garçon n'est pas le plus à l'aise dans ce genre de situation. Il n'a pas réussi à peser sur les emballages finaux et forcément se pose la question suivante. Sur le Tour de France, comment va-t-il faire sans train et sans capacité de placement? On le dit, on le répète, sur le Tour de France, c'est la vitrine. Toutes les meilleures équipes alignent tous leurs meilleurs coureurs et forcément, s'il n'a pas de train pour l'amener ou si on n'a pas de capacité pour frotter et se placer, comme c'est le cas pour Arnaud Démare, peser sur un emballage final destiné aux sprinteurs, c'est tout simplement proprement impossible. Et donc forcément, je ne vois pas l'intérêt, au moment où on se parle, de couper l'équipe en 2 avec une équipe pour David Gaudu et une équipe pour Arnaud Démare, sachant qu'Arnaud Démare ne pèserait de toute façon pas forcément très lourd, à mon sens, dans ces conditions. Il serait, à mon avis, préférable de laisser David Gaudu en leader unique sur le Tour de France, avec cet objectif de podium, bien évidemment, pourquoi pas une 2e place, même si la première semble peut-être un petit peu inatteignable, et bien évidemment permettre à notre ami Arnaud Démare de s'aligner sur le Giro d'Italia ou sur la Vuelta, ou pourquoi pas même les deux, qui sont, on rappelle, des grands tours un petit peu plus ouverts, qui sont un petit peu moins cadenassés, et là,
sans train de sprint, on arrive quand même à se faire une place, d'autant plus que sur le Giro cette année, il y aura 8 étapes pour sprinters et sur la Vuelta, il y aura 6 étapes pour les hommes forts. Donc autant vous dire qu'Arnaud Démare ne serait pas perdant au change et ce serait peut-être l'occasion de doubler pour la première fois de sa carrière de Grand Tour et pourquoi pas aussi de faire partie du cercle très fermé de tous ces garçons qui ont gagné une étape sur les 3 grands tours. Ça serait quand même à méditer. Je pense que tout le monde serait gagnant dans ce genre de situation. Le quatrième enseignement, et oui, on va quand même en parler, ce dernier enseignement, c'est celui qui concerne Julian Alaphilippe, satisfait de sa forme du côté de Tirreno Adriatico. On l'a vu offensif sur une étape, bien évidemment, de cette course des deux mers. Et puis on l'a vu aussi terminer deuxième derrière Primoz Roglic. Autant vous dire qu'on a un Julian Alaphilippe qui peaufine sa forme. Alors certes, ce n'est pas le Julian Alaphilippe de 2019 qui gagnait tout sur son passage ou presque, mais c'est un Julian Alaphilippe qui prend du plaisir, qui nous fait plaisir et surtout qui retrouve les bonnes sensations. On l'a dit et répété, cette année 2023 pour Julian Alaphilippe, elle est extrêmement importante, voire même capitale. J'en avais parlé dans une vidéo ultérieurement postée en fin d'année dernière. Je vous invite à aller la rechercher dans les archives, vous allez très vite retomber dessus. Julian Alaphilippe qui, selon moi, joue cette année sa place de leader dans la structure de Patrick Lefebvre et même peut-être sa place tout court dans l'équipe belge dirigée par le general manager charismatique Patrick Lefebvre, qui n'a pas eu que des mots tendres pour l'ancien double champion du monde français, notamment en l'intersaison où il jugeait que le garçon avait un salaire de champion, mais qu'il devait encore prouver qu'il en était un. Et Julian Alaphilippe, on le rappelle, aura un gros objectif en ce début de saison, c'est le Tour des Flandres. Deuxième monument donc de la saison, premier monument pavé, on le sait, il aura énormément de concurrence avec Mathieu Van Der Poel, double vainqueur, avec également Wout van Aert qui rêve forcément d'accrocher ce monument à son palmarès. Pidcock, j'imagine, sera là. Pogacar, revanchard par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Bref, Julian Alaphilippe ne sera pas tout seul, mais le garçon est en bonne forme et ça serait intéressant, pourquoi pas, sur une de ses courses et pourquoi pas sur le Tour des Flandres, d'aller valider sa bonne préparation et sa bonne forme qu'il est en train de peaufiner, en espérant bien sûr qu'il ne fera pas l'erreur de zapper ce qui va se passer notamment du côté des Ardennaises, parce qu'on a pas mal de rumeurs qui vont dans le sens d'un forfait de Julian Alaphilippe pour les Ardennaises, donc Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, qui serait quand même dommage, surtout si le garçon a la patte, parce qu'on doit pouvoir prendre les victoires quand elles sont là, surtout dans le cas de Julian Alaphilippe, qui, je le rappelle, joue extrêmement gros cette saison. Sera-t-il capable de gagner dès demain, samedi, Milan-San Remo? Rien n'est moins sûr, parce que le garçon n'a encore pas la patte d'un Van Der Poel, d'un Van Aert, ou bien sûr Tadej Pogacar qui fait office de grandissime favori, mais sait-on jamais, s'il y a marquage, ça pourrait, pourquoi pas, permettre aux Français de s'extirper dans le pot de Joe comme il avait tenté de le faire en 2019 dans sa folle année où il avait remporté bien sûr Milan-San Remo et 2 étapes du Tour de France qu'il avait porté pendant plus de 15 jours, ce maillot jaune du Tour de France. Vous nous avez fait rêver, vous nous avez même fait espérer la victoire finale sur la grande boucle. Bref, ça c'est une autre histoire. Parlons de Milan-San Remo, premier monument de la saison qui aura lieu demain samedi, et oui, dès 9h30 du matin sur Eurosport JCL. Dispositif spécial pour un événement spécial. Vous connaissez Milan-San Remo comme moi, 294 km bien sûr au programme, plus de 300 si on compte bien sûr le départ fictif, une arrivée très standard. On a d'abord la Cipressa, puis le Poggio, puis la descente et l'explication finale sur la Via Roma pour décerner le vainqueur de la Primavera Milan-San Remo édition 2023. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de prétendants. J'ai parlé de Wout van Aert un petit peu en retrait sur la saison sur route depuis donc le début. On parle également de Mathieu Van Der Poel qui a été piégé du côté du Strade Bianche et qui, je le rappelle, a été champion du monde de cyclocross début février chez lui aux Pays-Bas. Il y aura également Tadej Pogacar, l'ogre slovène qui est présent. Il y aura également Matej Mohoric, le tenant du titre bien sûr, qui pourrait aussi, pourquoi pas, tirer les marrons du feu, on ne sait pas. Il y aura également Magnus Cort Nielsen, qui ne sera pas à prendre à la légère. Le Danois peut être extrêmement dangereux sur le premier monument de la saison. Et puis côté français, il y aura quand même du beau monde. Anthony Turgis, le coureur de la Total Energy, deuxième l'an passé derrière Mohoric, le Slovène, toujours un Slovène, encore les Slovènes, bref. Côté français, on aura également Arnaud Démare, le sprinter de la Groupama FDJ. On pourra se faire une idée clairement sur la forme réelle du français, ancien vainqueur sur la Via Roma. C'était en 2016 et oui, il y a plus de 7 ans déjà. Et puis bien sûr, il y aura Julian Alaphilippe, dernier vainqueur français d'un monument, bien sûr, dernier français vainqueur de Milan-San Remo. C'était en 2019. Forcément, j'imagine que vous allez voir plein de pronostics différents dans les commentaires. Il va y avoir des Van Aert, il va y avoir des Van Der Poel, il va y avoir des Pogacar, il va pourquoi pas avoir des Mohoric, Anthony Turgis, des Cort Nielsen. Je suis sûr que Cort Nielsen va être la grosse cote sur ce Milan-San Remo. Moi, à titre personnel,
je vais pas être très original, je vais jouer Tadej Pogačar. Alors peut-être que certains vont me dire, franchement, tu prends pas beaucoup de risques, mais au vu de la forme de Tadej Pogačar, je me dis que le garçon risque d'être imprenable pour la plupart des coureurs. Alors certes, vous allez me dire que s'il y a une course de mouvement, ça peut en piéger plus d'un, dont Tadej Pogačar, mais si les choses se déroulent, on va dire, de manière normale, que ça finit dans un emballage final après, eh bien, quelques explications de texte dans la Cipressa et dans le Poggio, ainsi que dans la redescente vers la Via Roma, je me dis que Tadej Pogačar, après presque 300 km, le garçon est très endurant, il sera capable de tenir au sprint face à des Van Der Poel ou face à des Van Aert s'ils sont encore présents. Donc autant vous dire que pour moi, il n'y a aucun doute sur l'identité du vainqueur donc de cette Primavera. Pour moi, ça sera Tadej Pogačar qui va encore une fois éclabousser de son talent, de sa maîtrise, de sa gestion, la course, et bien évidemment aller chercher un nouveau monument en carrière. Ça serait eh bien le 3e, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il avait remporté Liège-Bastogne-Liège, et puis bien sûr le Tour de Lombardie. C'est à vos pronos, bien sûr, je vous attends en commentaire, je n'hésiterai pas à les lire, ça me ferait justement plaisir de connaître votre avis. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye, et à la prochaine.